Bonjour. Cela fait maintenant plusieurs décennies que les programmes d'enseignement scientifique en France, mais aussi à l'étranger, désignent l'histoire des sciences comme un levier possible, voire souhaitable, pour l'enseignement des savoirs de et sur la science. Les plébiscites, s'ils sont portés avec plus ou moins de force incitative par l'institution au fil des programmes, reposent sur des arguments qui se ressemblent peu ou prou et que l'on pourrait résumer de cette manière. L'appel à l'histoire des sciences contribuerait à améliorer l'image parfois imprécise que les élèves ont de la science et de l'activité scientifique. En cela, elle renseignerait les élèves sur la nature de la science. Ensuite, l'examen des conditions d'émergence d'un savoir, d'une loi, en contexte historique, permettrait de donner davantage de sens à l'existence même de ces savoirs, de travailler avec les élèves le problème auquel le savoir qu'on leur enseigne est venu apporter réponse. En ce sens, l'histoire des sciences pourrait être un moteur de conceptualisation. Autre chose, l'étude de ces conditions d'émergence, considérées au prisme de l'environnement sociétal, culturel, technique, permettrait de sensibiliser les élèves aux liens qui unissent science et société. Enfin, l'histoire des sciences pourrait rendre l'apprentissage scientifique plus attractif et plus motivant. En fait, c'est au milieu du XIXe siècle qu'apparaît pour la première fois dans les textes législatifs une référence explicite à l'histoire des sciences dans l'enseignement au niveau secondaire. Comme je le disais, cette référence se retrouvera ensuite régulièrement dans les programmes de sciences sous des formes plus ou moins incitatives. Il n'est pas question pour moi de faire ici l'histoire des sciences dans l'enseignement français. Je préfère vous renvoyer au remarquable aperçu historico-critique publié en 1984 par Nicole Hulin et qui retrace l'histoire de l'intervention historique dans l'enseignement scientifique français depuis en gros 1850. À la lecture de cet article, on se rend compte que la pertinence de l'insertion historique pour l'apprentissage scientifique apparaît régulièrement discutée et même remise en cause. Certains détracteurs du recours à l'histoire des sciences en classe avancent que pour comprendre l'histoire d'un savoir, il faut déjà bien connaître ce savoir. Autrement dit, pour que l'histoire des sciences soit profitable aux individus, il faudrait que ceux-ci soient déjà bien éduqués scientifiquement. En prolongement de ce premier argument, certains redoutent de voir les erreurs du passé devenir des vérités pour des élèves déjà aux prises avec des connaissances parfois approximatives et peu stabilisées. Je reviendrai plus tard sur ce point. D'autres craignent de voir apparaître en classe ce que le physicien Henri Boisse appelait au milieu du XIXe siècle une pseudo-histoire, expression qu'il utilise pour désigner la succession des portraits, de biographies, presque exclusivement masculines, parfois exagérément hagiographiques, mais aussi les anecdotes qui jalonnent parfois le cours de sciences, voire certains manuels. Et comme le dit Boisse, raconter des histoires un peu ridicules, comme celle d'Archimède sortant nu de son bain, n'est certes pas appliquer la méthode historique. Je ne veux pas remettre en cause ici la valeur pédagogique du recours à l'anecdote en classe, mais simplement souligner que raconter une histoire mettant en scène des savants du passé, ce n'est pas faire de l'histoire des sciences avec les élèves. La prudence commanderait que l'on s'assure de l'authenticité de l'anecdote que l'on souhaite mettre en scène, ou à minima, que l'on informe explicitement les élèves du statut de l'histoire qu'on va leur raconter. Cela dit, cette tendance à la caricature est certainement accentuée par le fait que les enseignants du secondaire ne sont pas ou sont peu formés à l'histoire des sciences pour elle-même et encore moins à la façon d'utiliser l'histoire des sciences en classe. Par ailleurs, les ressources pédagogiques disponibles sont à la fois peu nombreuses et parfois peu appropriées. L'analyse que j'ai faite de l'activité visant à faire reproduire aux élèves la procédure de la mesure du périmètre terrestre selon la méthode dite d'Ératosthène, telle qu'on la trouve déclinée dans les manuels scolaires, par exemple, révèle certaines incohérences, empruntent
à la fois d'anachronisme et d'inexactitude. De quels moyens disposent alors les enseignants et les enseignantes pour faire le tri entre les ressources qui préservent l'authenticité historique et les autres? Malgré ces réserves auxquelles j'accorde le plus grand crédit et qui invitent pour le moins à la prudence, je reste pour ma part convaincue que sous certaines conditions, l'enseignement scientifique, mais aussi la formation des enseignants et des enseignantes, ont beaucoup à gagner à se voir nourris par l'histoire des sciences. Cette conviction, je l'ai forgée au fil de mes travaux de recherche en didactique de la physique et grâce aux travaux de mes collègues, ceux du groupe Didasco à Orsay, du LIRDEF de Montpellier, de mon laboratoire, le laboratoire de didactique André Revuse, des membres de la commission inter-IREM épistémologie et histoire, et d'autres, français et étrangers, dont vous trouverez les références en complément de cette vidéo. Nous avons donc les moyens, me semble-t-il, de faire de l'histoire des sciences un élément constitutif de l'enseignement scientifique pour faire en sorte qu'elle ne soit plus simplement ce que Gage et Dussault appelaient la cerise sur le gâteau de l'enseignement. Et puisque je dénonçais il y a quelques minutes les approximations qui entourent l'usage scolaire de la mesure du périmètre terrestre par la méthode dite d'Ératosthène, je me propose de revenir sur cet épisode. Ceci me semble d'autant plus pertinent que, je cite, « l'histoire de la mesure du méridien terrestre par Ératosthène et les hypothèses d'Anaxagore est explicitement mentionnée dans les programmes. » Le format de cette vidéo ne me permettant pas de fournir trop de détails, je vous renvoie à un texte que Nicolas Descamps et moi-même avons publié dans un ouvrage collectif, Les mathématiques et le réel, dont vous trouverez les références en accompagnement de cette vidéo. Ce que je vous propose, c'est de partir non pas d'une histoire que l'on raconte, mais d'une source historique. Car l'un des moyens de donner corps à l'histoire des sciences en classe, c'est de recourir à des textes authentiques, des textes sources. Malheureusement, il ne nous sera pas possible de travailler à partir d'un texte écrit de la main d'Ératosthène, parce que de lui, il ne reste presque rien. Je vais donc utiliser un texte écrit par un philosophe grec, Cléomède, dont on situe l'existence au 1er siècle après Jésus-Christ. Il s'agit, jusqu'à preuve du contraire, du témoignage le plus complet de la procédure qu'aurait suivi Ératosthène au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Plusieurs traductions en français sont disponibles, et moi je vais m'appuyer sur celle produite par l'historienne Germaine Aujac, et vous trouverez cette version en accompagnement de cette vidéo. Avant d'entrer dans les détails de la procédure, je dois vous présenter l'instrument de mesure évoqué dans le texte. Cléomède parle d'une horloge, dont les gnomons projettent, ou non d'ailleurs, une ombre. Cette horloge, elle prend également le nom de scaphe. Il s'agit d'un cadran solaire concave, une demi-sphère, dans laquelle se trouve une tige, ici, le gnomon, et la pointe de la tige est située au centre de la sphère complète, si on la reconstituait. La procédure décrite par Cléomède peut en fait se résumer de la manière suivante. Lorsqu'on place deux scaphées, l'une à Sienne et l'autre à Alexandrie, à midi au solstice d'été, on observe que le gnomon de la scaphée d'Alexandrie projette une ombre, ce qui n'est pas le cas à Sienne. L'ombre de la scaphée d'Alexandrie délimite en fait une portion égale à 1/50 du cercle total de la scaphée. Ceci s'explique par le fait que les rayons qui relient le Soleil et la Terre suivent des lignes parallèles entre elles. Et comme les angles θ, ici et là, sont égaux par hypothèse, alors la distance alexandricienne, qui est de 5000 stades, délimite aussi 1/50 du cercle total de la Terre. Le périmètre terrestre est donc 50 fois 5000, soit 250 000 stades. Et vous remarquerez qu'il n'est nullement question ici de tangente, fonction qui est d'ailleurs indisponible à l'époque d'Ératosthène, et qu'il n'est pas non plus nécessaire de connaître la mesure en degrés de l'angle
au sommet du gnomon de l'Ascafé d'Alexandrie. En fait, la difficulté majeure ici, c'est la géométrisation de la propagation de la lumière du Soleil. Quand on demande aux élèves de schématiser la raison pour laquelle aucune ombre n'est visible à Sienne, par exemple, au pied des obélisques, à midi au solstice d'été, alors qu'au même moment, plus au nord, des ombres sont visibles, les élèves proposent en général ce type de dessin, cohérent avec les faits qu'on vient de leur présenter. Si je convoque ici les dessins des élèves, c'est parce qu'ils présentent quelques similitudes avec la manière dont les Chinois des dynasties Zhou et Han modélisaient l'explication du même fait d'observation que celui rapporté par les Grecs du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Grâce aux écrits chinois, le rite des Zhou et le gnomon des Zhou, on apprend que la variation de la taille de l'ombre de bâton planté dans le sol à distance régulière, à midi au solstice d'été, permet de calculer la distance entre la Terre et le Soleil. Le détail de ce calcul, que je n'exposerai pas ici, est explicité dans le texte que je mentionnais un peu plus tôt. Et au passage, je me permettrai de préciser que l'hypothèse d'Anaxagore mentionnée dans les programmes ne porte que sur la forme de la Terre. Des auteurs rapportent qu'Anaxagore la considérait plate. En revanche, aucun texte source ne témoigne d'une quelconque mesure, d'une quelconque grandeur par Anaxagore, contrairement à ce que l'on trouve dans les textes chinois. Au début de cette vidéo, j'évoquais la crainte de certains détracteurs de l'usage de l'histoire des sciences en classe de voir les erreurs du passé, entre guillemets, devenir des vérités pour des élèves. Eh bien moi, je crois au contraire que ces savoirs qui n'ont plus cours aujourd'hui peuvent être un atout pour l'enseignement des sciences. Dans l'exemple que je viens de convoquer, un même fait d'observation, la mesure du nombre formé par un bâton planté verticalement dans le sol, a donné lieu à la mesure de deux grandeurs distinctes. Le périmètre terrestre pour les Grecs du IIIe siècle avant Jésus-Christ et la distance Terre-Soleil pour les Chinois des dynasties Zhou et Han. Évidemment, le citoyen d'aujourd'hui reconnaîtra sans peine que le modèle chinois d'une Terre plate ne pouvait pas produire le résultat espéré d'une distance Terre-Soleil proche des 150 millions de kilomètres. L'erreur est-elle condamnable? Au contraire. Elle devient dans la classe de sciences l'occasion d'une activité qui pourrait se donner pour objet la construction des notions fondamentales de modèles et d'hypothèses, et elle place ainsi l'observation au rang des incontournables scientifiques. D'ailleurs, les mesures rapportées par les Chinois sont reproductibles en classe et fonctionnent très bien, puisque l'échelle spatiale de la classe autorise un sol plat et un soleil, par exemple une lampe suspendue au plafond, proche. Les enseignants peuvent alors discuter avec les élèves la pertinence de cette échelle locale au regard d'une échelle cosmologique plus globale, où la Terre est sphérique et le Soleil pratiquement à l'infini. La nature de l'instrument de mesure peut aussi être discutée, puisque les calculs sont portés par des modèles spécifiques auxquels correspondent des instruments de mesure différents. Vous remarquerez une demi-sphère pour une modélisation sphérique, un gnomon plan pour une modélisation plane. Et ceci n'est pas sans rappeler cette phrase de Gaston Bachelard qui écrit en 1938 à propos du microscope, je cite, « L'instrument de mesure finit toujours par être une théorie et il faut comprendre que le microscope est un prolongement de l'esprit plutôt que de l'œil. » Ce qui est intéressant ici, c'est qu'au lieu de mettre de côté les connaissances inadéquates des élèves, la représentation de la propagation des rayons du soleil en un faisceau divergent, on a la possibilité de les mettre au travail, de les exploiter, d'en montrer à la fois la portée, pour des rapports d'échelle faible, et les limites, pour de grands rapports d'échelle. De ce fait, le savoir du passé devient un miroir bienveillant pour la pensée de l'élève contemporain,
une sorte de miroir vertueux devant lequel une réponse erronée va prendre le statut d'énoncé légitime. Et puis, regarder dans l'histoire, c'est aussi une manière de valoriser une caractéristique essentielle du savoir de science, son caractère provisoire. Et ça n'a rien de contradictoire ni avec sa robustesse, ni avec son universalité, qui, toutes deux, reposent sur deux piliers au moins, la méthode par laquelle le savoir est produit et la manière dont le réel réagit lorsqu'il est choisi comme juge du bien fondé de ce savoir. La classe de sciences a donc tout à gagner à se voir investie par l'enquête historique, qu'elle débouche ou non d'ailleurs, sur le vrai d'aujourd'hui. Et pour finir, je ne résiste pas au plaisir d'évoquer ici un projet éditorial qui réunit l'association Stimuli et mon laboratoire de recherche, le laboratoire de didactique André Revuse, le projet Les Grandiloquents, une série de bandes dessinées numériques sur l'histoire des sciences pour le collège et le lycée. Et je vous remercie.